Bonsoir à tous, il est 23 h. On regarde ensemble les titres de cette dernière tranche d'information. La cérémonie du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est déroulée ce dimanche à Abobo, dans la cour de la mairie. Le Saint-Courant a été lu 3 fois dans son intégralité afin de lui assurer le repos éternel. Des bénédictions ont été également formulées pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Abidjan a abrité la 2e édition de la rencontre portant sur la gestion des risques en Afrique. La protection des données à caractère personnel et le blanchiment des capitaux étaient au cœur des échanges. La rencontre a vu la participation d'experts internationaux. Les bureaux de vote ont fermé à Brazzaville et dans tout le Congo. Ce dimanche, 2,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président pour les 5 prochaines années. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, espère l'emporter dès le premier tour. Et voilà pour les titres de cette édition. Ce dimanche 21 mars 2021 marquait la cérémonie des sacrifices du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est la mairie d'Abobo qui a servi de cadre à la cérémonie. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour le repos de son âme. Notre compte-rendu. L'apaisement qui suit la mort d'un être cher vient surtout avec la lecture du Saint-Courant, des invocations et des prières à l'endroit du défunt. Dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, commune dont il était aussi le premier magistrat, la cérémonie des sacrifices du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été faite par le COSIM. Suivra ensuite la série de témoignages et de dons à la famille du défunt Premier ministre, des dons du Sénat, de l'IVICOSI, du ministère des Sports, des grands commandements des forces de défense et de sécurité, de la délégation de la primature, du RHDP, du district des Savanes, entre autres. Une série de dons qui sera clôturée par celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Honorables invités, mesdames et messieurs, le président de la République et madame la première dame me chargent-ils de réitérer ici l'expression douloureuse de leurs condoléances les plus attristées à madame Bakayoko Tano Yolande, aux enfants Karl Tidiane, Yohan Hassan, Yirim, Mayama, aux parents, aux familles alliées, aux proches, aux amis de Ahmed dans leur grande diversité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, soucieux d'honorer en tout point la tradition, me charge de vous annoncer les dons en numéraire de cette cérémonie de sacrifice de ce jour. Ces dons sont exactement en numéraire de 31 500 000 francs. Que l'âme de notre cher Ambak repose en paix. Amen. Touché par cet élan de solidarité à l'endroit de la famille du défunt et de la grande famille Bakayoko, des remerciements ont été adressés au chef de l'État pour son implication personnelle aux obsèques de son fils, Ahmed Bakayoko. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, pour toute leur constante sollicitude à l'égard de la famille Bakayoko et à l'égard de toute la région du Ourodougou. À vous, Monsieur le Président de la République et Madame, à tous vos collaborateurs, nous vous souhaitons longue vie, beaucoup de santé, que Dieu vous donne la force et l'énergie nécessaires pour relever les immenses défis qui s'opposent à notre pays. Comme elle avait commencé, c'est par une psalmodie complète du Saint-Courant que la cérémonie de sacrifice s'est achevée à Abobo.
Et tout comme c'est le cas dans d'autres religions, l'islam permet également des chants et des louanges pour nourrir le défunt de bénédiction. Il s'agit d'une pratique qui date de plusieurs siècles. La cérémonie de sacrifice du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été l'occasion pour les imams de sacrifier à la tradition du Kissas ou encore du Baïtoul. Reportage. C'est un chant de bénédiction, un chant de prière, un chant qui ne s'accompagne d'aucun instrument de musique, un chant qui sollicite les cordes vocales. C'est des supplications auprès du Seigneur afin qu'il prenne pitié de l'illustre disparu. En pays mandé, le Kissas ou encore le Baïtoul est une occasion unique de faire la louange du prophète Mohammed et de ses compagnons. Le Kissas reprend aussi des versets coraniques afin de permettre aux défunts de reposer en paix. Cela a un impact positif sur le défunt, parce que tout défunt qui se retrouve dans sa dernière demeure, une fois que vous commencez par les éloges et les bénédictions, les supplications, Allah inflige l'âme, n'est-ce pas, au défunt, afin qu'il entende ce qu'il a dit derrière lui. Et de par ses bienfaits aussi, il y a une miséricorde qui lui est venue dans la tombe. Le Kissas ou le Baïtoul est une pratique à laquelle le fidèle musulman a dû assister au moins une fois dans sa vie. Il intervient aussi bien lors de cérémonies funéraires ou de la célébration d'un événement heureux pour nourrir le défunt ou le nouveau-né de bénédiction. Et on reste à la mairie d'Abobo où plusieurs personnalités ont participé à la cérémonie de sacrifice du 7e jour du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des personnalités qui donnent leur impression. Elles sont au micro d'Abou Sanogo. Le souhait du Burkina Faso, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire qui se porte bien, qui est solide. Et cela passe donc par la force que Dieu va donner au président Alassane Ouattara de pouvoir surmonter cette épreuve. Il a été un homme très engagé sur les processus de dialogue et de concertation. Il a compris très vite que dialoguer, ce n'est pas se renier. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée et intelligente. Il l'a fait pour la Côte d'Ivoire, mais il l'a fait surtout pour la jeunesse. Nous, à Genève, ce qui nous a le plus marqué, ce qui nous a épaté, c'est sa disposition permanente à dialoguer avec la frange la plus hostile, souvent au régime en place. C'est les jeunes, c'est les artistes, c'est les hommes de culture. Et nous sommes en train de voir comment implémenter l'esprit Ahmed Bakayoko un peu partout en Afrique. En Bak, j'avais des projets avec lui, j'avais des visions avec lui. Et il a tout le temps été lumière pour moi. Je prie Dieu et nous prions tous Dieu que son âme repose en paix. Si le bienfait peut mettre quelqu'un dans le paradis, je pense que Ambak aura une chambre, comme le dit en termes hôteliers, une suite présentielle dans le paradis terrestre. Je prie le bon Dieu, le miséricordieux, d'avoir pitié de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, et surtout qu'il ne retienne de lui que les bons actes qu'il a posés sur terre ici. Paix à son âme. Nous sommes venus pour dire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il ait pitié et qu'il accueille aujourd'hui dans son admirable lumière en paix et en toute sérénité. Et ce qu'il nous reste à faire pour lui, c'est de prier pour lui. C'est pour cela que ce jour est consacré par les musulmans pour porter nos prières ensemble vers le Très-Haut pour qu'il l'accueille dans son paradis. Je voudrais, en tout cas au nom du RHDP, exprimer une fois de plus toutes nos condoléances, mais surtout dire à la famille Bakayoko, à son époux et aux enfants et à la population d'Abobo que la mémoire de notre frère Ahmed Bakayoko reste vivante et que cette cérémonie spirituelle de ce jour est encore la preuve de ce que Ahmed Bakayoko reste pour nous une mémoire. Il n'est pas parti. Je voulais tout d'abord présenter encore une fois de plus mes condoléances à toute la famille, au président de la République et à toute la Côte d'Ivoire. Je suis là aujourd'hui pour représenter le président Pascal Affi N'Guessan, pour rendre encore hommage non seulement aux défunts, mais pour prier pour le repos de son âme. Il a beaucoup impacté le monde de la culture, il a beaucoup aidé dans le domaine de la culture
dans les organisations d'événements, dans les productions d'albums, dans des réhabilitations des endroits de divertissement. Donc pour nous, ce qu'on peut retenir d'Ahmed, c'est tout ce qu'il a pu faire de bien et puis d'avoir cet esprit fédérateur là autour de lui qui a toujours rassemblé, qui n'a aucun ennemi, qui n'a que des amis. Ce grand homme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a su transcender les chapelles politiques et fédérer toutes les énergies autour de sa personnalité, et rappeler aujourd'hui à Dieu. C'est un message pour tout le monde. Mais nous, la meilleure chose que nous pourrons donc lui adresser, ce sont les prières. En tant que croyant, on se remet en Dieu. Qu'Allah lui réserve une place, une digne place dans son paradis Firdaouf. Ahmed, il laisse beaucoup de vides, mais nous savons que le président Alassane Ouattara est un grand homme. Il saura combler ce vide. Ahmed a accompli sa mission. Le plus important pour nous autres qui restons derrière, c'est d'apprendre de sa vie. Une vie de générosité, une vie de partage. Je pense que nous devons tous apprendre à être un peu plus généreux. S'il y a un héritage que Ahmed laisse, c'est bien cela. Et la cour de la mairie d'Abobo a refusé du monde ce dimanche. Les populations sont venues des différents quartiers de la commune pour rendre hommage et prier pour le maire de la commune. Des populations qui réagissent au micro d'Abou Sanogo. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ce qu'il a fait sur la terre, il a fait. Ce qu'il veut faire, il a fait. Mais Dieu a pris aujourd'hui. Donc, Dieu n'a qu'à donner bonne place. Sa mort, sa disparition là, me touche énormément. C'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Qu'il repose en paix. Il était venu pour transformer notre commune à Bobo. Et on a vu ce qu'il a fait. Malheureusement, la mort a surgi. Nous ne sommes pas contents, mais hélas, c'est la volonté de Dieu. Nous perdons un digne fils d'Abobo, l'homme qui a impacté positivement notre commune, dans tous les sens. En 2018, quand il venait, Abobo était infréquentable. Il n'y avait pas de sécurité. Mais lui, avec sa stratégie, son leadership, il a pu faire de notre commune une commune sécurisée, une commune qui a une image, une commune qui a un visage. Donc je voudrais qu'on prie pour lui. Ahmed est un frère pour moi. C'est un océan de bienfaisance, un océan du don de soi, un océan de gentillesse. Les hommes comme Ahmed, il n'y en a pas beaucoup sur cette terre. Ambak fait partie des immortels pour la simple raison que son modèle va servir aux générations futures. J'ai de la peine que Ahmed soit conjugué aujourd'hui au passé. Il est venu à Bobo ici. Bobo a changé. Il a été donc une aiguille qui détenait un fil pour réunir pauvres, solides et riches, tout le monde ensemble. Cette douleur est aussi la douleur du peuple hadjan qui a adopté le Premier ministre Ahmed Bakayoko, puisqu'il est lui aussi membre d'une génération, dit Yako aussi au président de la République et à son épouse, qui pède un fils cher. Enfin, dit Yako à toute la grande famille Bakayoko. Bobo vient de perdre celui qui venait de lui donner un nouveau visage. Il y a à peine 2 ans que le Premier ministre est arrivé à la tête de la commune d'Abobo. Abobo, qui jadis souffrait d'un manque de sécurité, était devenu en très peu de temps une commune sécurisée où il faisait bon vivre. Nous allons nous unir en prière pour que ce grand homme, cet homme, nous ne cesserons jamais de le pleurer. Ahmed Bakayoko est un digne fils, un homme de partage, un homme généreux. Mais hélas, le fils s'en va. Le papa qui donne le développement est là, le président est là. Ahmed, c'était un grand-mère. Et Dieu l'a rappelé à lui. Et aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de lui rendre un hommage sincère, un hommage appuyé pour sa générosité envers les populations d'Abobo, pour sa générosité envers toute la Côte d'Ivoire. Ahmed était tout pour la commune d'Abobo et nous-mêmes personnellement. Vraiment hélas, 1000 fois hélas, que Dieu garde son âme. La douleur est cette grande, mais le réconfort demeure la prière. Et cela m'amène à dire
qu'en tant qu'homme, nous avons deux dates. Une date de naissance et une date de notre disparition. Entre les deux dates, il y a une vie. Et cette vie-là, je pense que le regretté Premier ministre a eu une bonne vie parce que cette vie a été dominée par une valeur morale, une valeur spirituelle, religieuse qui est partagée par tout le monde, à savoir la générosité. Et c'est une générosité aussi qui permet de créer un monde de possibilités pour être solidaire. Aujourd'hui, nous parlons de lui au passé, mais ses œuvres continue de faire parler de lui et au présent et au futur. L'Église dans son ensemble se joint à nos frères musulmans pour élever des voix vers le Tout-Puissant, le miséricordieux Dieu, afin qu'il prenne compassion de notre frère, afin de l'accueillir dans le sein d'Abraham. L'émotion est grande. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Ahmed était pour moi un mentor. Il ne m'a jamais laissé tomber. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis Ahmed Bakayoko, à vie. Sa famille doit être fière de lui. Et les Ivoiriens doivent être fiers d'Ahmed Bakayoko parce qu'il a fait un travail colossal pour notre pays. Vraiment, parler d'Ahmed au passé, vraiment, j'arrive pas du tout. Vraiment, j'arrive pas. Qu'il soit rétribué de ses bons actes qu'il a posés, le temps des 56 ans qu'il a eu à vivre ici avec nous. Nous prions Dieu pour le repos de son âme. Nous sommes perturbés, certes, mais nous savons que Dieu, étant miséricordieux, va prendre Ahmed Bakayoko auprès de lui et Inch'Allah, il va faire en sorte aussi que la jeunesse d'Abobo, la jeunesse ivoirienne en général, aura son remplaçant, Inch'Allah. Et à plusieurs centaines de kilomètres de la commune d'Abobo, la communauté musulmane de Méagui a prié vendredi dernier pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des prières, mais aussi un hommage bien mérité pour celui qu'on appelait aussi le Golden Boy, Jean-Marc Adjadji. Une centaine de fidèles musulmans de la grande mosquée de Méagui, dans le recueillement, effectuent la Salat al-Juma, la prière du vendredi. Une occasion pour invoquer Allah, le Dieu Tout-Puissant, à travers des bénédictions, pour le repos de l'âme et le pardon des péchés du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. N'ayant pu effectuer le déplacement à Séguéla pour l'inhumation de ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Méagui a loué la générosité de l'homme. L'imam a bien voulu qu'on fasse la lecture de Delaïlul Khairat, qui est la salat sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, pour qu'Allah fasse miséricorde à notre illustre disparu. Parce qu'il faut dire que parmi toutes les adorations, la salat est la plus prisée. Et elle est beaucoup recommandée parce que le prophète Mohammed même nous dit que celui qui prend la salat pour implorer Allah, il est fort possible qu'Allah accepte ses bénédictions. Nous avons célébré la prière de Juma et célébré la prière mortuaire pour nous qui n'avons pas pu effectuer le déplacement sur Séguéla. Ensuite, nous avons fait des bénédictions pour l'illustre disparu, notre regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et nous avons souhaité que Dieu le miséricordieux lui fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à tous les défunts qui nous ont dévancés. Les fidèles musulmans de Méagui ont appelé les populations à la cohésion sociale après cette disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko et présenté leurs condoléances à toutes les forces vives de la nation. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 21 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 21 mars 397 nouveaux cas de Covid-19 sur 3446 échantillons prélevés, soit 11,5% de cas positifs, 116 guéris et 3 décès. À la date du 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 40 310 cas confirmés, dont 36 395 personnes guéries, 220 décès et 3 695 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 484 973. Le 20 mars, 468 personnes ont été vaccinées avec un total de 24 639 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 20 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Trècheville et les autres centres pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19.
La pratique usuraire, c'est le thème abordé ce dimanche dans le cadre du magazine du RTI 1 dans l'édition de 13h. Herman Guivet et son invité ont abordé des pistes de solutions pour mieux lutter contre ce phénomène qui a pignon sur rue à Abidjan. On regarde un extrait de leur échange. La pratique usuraire, c'est un système qui consiste à prêter de l'argent ou à mener une action qui dissimule un prêt d'argent à un taux qui dépasse le taux légal fixé. Donc, quand vous prêtez de l'argent à un taux supérieur au taux légal, vous tombez sous le coup de la loi sur l'usure. Et c'est ces personnes-là qui s'enrichissent dans ce domaine et qui donc prêtent à longueur de journée, qui ne sont ni institutions, qui ne payent ni taxes, ni impôts, mais qui prêtent de l'argent à des taux aussi exorbitants, des taux qui vont de 50 à 200%, c'est ceux-là qu'on appelle usuriers. Quand dans la famille, le chef de famille aujourd'hui ne peut plus faire face à ses charges dans la famille, on fait quoi? C'est la famille qui se disloque. Et les enfants sont abandonnés. La déscolarisation, certains enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que leur papa ne peut plus assurer leur scolarité. Si aujourd'hui, vous avez un problème urgent, il n'existe aucune structure qui puisse vous faire crédit le même jour. Or, la plupart du temps, on a besoin d'argent immédiatement. Et dans ce cadre-là, il n'y a que les usuriers, malheureusement, qui existent et qui peuvent, à la minute près, vous faire un prêt. Malheureusement aussi, quand vous allez chez l'usurier, c'est que vous êtes allé vous condamner à mort. Quand on y va, on n'en sort plus. Et nous avons basé nos actions sur 2 axes. D'accord. La sensibilisation et la lutte. Sensibiliser les acteurs pour qu'ils soient capables de résister face à l'agression de ces usuriers, de ces criminels. Et la lutte, nous nous appuyons sur la loi pour attaquer justement ces usuriers, pour sortir ceux qui sont déjà dedans des mailles de ces usuriers véreux sans foi ni loi. Et on continue à parler d'argent avec l'organisation Artworks International qui tenait à Abidjan sa 2e conférence annuelle. La rencontre a porté sur la gestion des risques en Afrique. Les débats ont surtout porté sur le blanchiment des capitaux. Le compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Comment certains risques, comme le vol des données à caractère personnel et le blanchiment des capitaux, doivent être pris en compte pour favoriser un climat d'investissement stable afin d'attirer les investisseurs étrangers? C'est tout l'enjeu de cette 2e édition de la conférence internationale sur la gestion des risques en Afrique. Et donc il y a un enjeu de taille aussi bien pour le régulateur qui doit penser et réfléchir à une certaine manière d'accélérer le processus de mise en conformité. Il y a un enjeu de taille parce que cela sous-entend que des données aujourd'hui sont utilisées par des personnes qui ne sont pas forcément les plus qualifiées ou qui n'ont pas mis en place des organisations les plus sûres pour pouvoir les traiter. Et donc, nous sommes dans un environnement quelque peu à risque. Cette conférence a réussi le pari de réunir en un même lieu les dirigeants des organisations publiques et privées de la zone UMOA. Revenant sur la gestion des données à caractère personnel, la représentante du directeur général de la RDCI a rappelé les grands axes de la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette conférence est de créer un cadre d'échange entre experts permettant de discuter des solutions à mettre en œuvre pour assurer la conformité de chaque organisation membre de l'UMOA. C'était l'occasion de sensibiliser les différents acteurs sur leurs responsabilités, sur ce qu'ils ont à faire pour que nous puissions avoir le moins de défaillances possibles dans notre dispositif. Pour rappel, la Côte d'Ivoire sera évaluée cette année dans le courant du mois de septembre par une mission du Fonds monétaire international, FMI, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Entendez, le groupe d'action financière en matière de blanchiment de capitaux. Et puis le Centre suisse de la recherche scientifique a soufflé sa 70e bougie. À travers un panel, une réflexion croisée a été menée sur la problématique du financement de la recherche. Des questions relatives à la collaboration entre la recherche publique et le secteur privé en Afrique subsaharienne ont été également abordées. Le commentaire de Didier Nguesson.
Au service de la recherche scientifique depuis 1951, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire célèbre 70 ans d'existence. Et comme dans toute activité scientifique, la réflexion est au cœur de cette célébration. Elle porte sur la collaboration entre la recherche publique et le secteur privé. Si on veut que le secteur privé soit de plus en plus proche du secteur de la recherche publique, il faut que cette plateforme, notamment la commission paritaire secteur privé, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, devienne un instrument hautement stratégique et que de cet instrument découlent des recommandations qui vont permettre de mettre en place l'arsenal juridique et fiscal qui favorise effectivement ces rapprochements entre le secteur privé et le domaine de la recherche. À ce jour, le centre de recherche bénéficie de subventions publiques de la Suisse et de la Côte d'Ivoire qui couvrent à peine 30% des besoins. Les 70% sont pourvus auprès des bailleurs de fonds. Les chercheurs exhortent donc le secteur privé à s'intéresser au financement de la recherche. L'Union africaine demande à ses États membres d'investir au moins 1% de leur PIB dans la recherche scientifique. C'est loin d'être encore le cas. Il est minuit passé à Brazzaville et les Congolais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est candidat à sa propre succession et pour un 4e mandat. Depuis Brazzaville, les précisions de notre envoyé spécial, Sidonie Davila. Nous sommes sortis très tôt ce jour de vote pour constater l'ouverture des bureaux de vote. Dès 7 h, heure locale, les agents de la CNI, Commission nationale électorale indépendante, à l'hôtel de ville étaient installés avec le matériel de vote au complet, attendant les premiers votants. C'est dans l'un des centres du quartier Poto-Poto que nous avons assisté à l'arrivée des premiers électeurs. Bon, là, je pense que ça démarre vite et c'est à temps. C'est l'essentiel. Comme à toutes les élections, les observateurs nationaux et internationaux sont bien visibles sur les lieux de vote. Une élection un peu timide qui se déroule normalement depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7 h. Je félicite l'organisation. L'organisation est très parfaite parce que dès que je suis arrivé, je n'ai pas attendu pendant longtemps. Et les bureaux ont été mis en place dès bon matin. Et voter est un devoir civique. Si bien que je lance un message à tous ceux qui hésitent de voter, qu'ils viennent voter. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, candidat à cette élection, a lui voté aux environs de 11 h à Brazzaville, à la mairie de Ouézé. Les populations sont mobilisées. J'espère que cette ambiance, on l'observera aussi partout. La participation, c'est à Brazzaville, c'est à Pointe-Noire, c'est dans tous les départements. Et si ceci se passe jusqu'à la fin, on pourrait dire que notre démocratie qui est dans ses premiers pas, on pourrait dire que notre démocratie est en bonne santé. Dans son adresse à la presse, il s'est penché sur le cas de Parfait Kolela, candidat de UDH Yuki, malade depuis la veille de cette élection. Le ministère de la Santé m'a fait, et depuis avant-hier, un rapport sur l'état de santé de M. Parfait Kolela. Et les médecins sont mobilisés pour qu'il y ait un prompt rétablissement, mais d'après les autres informations que j'ai eues hier, il a été dit par les médecins qu'il méritait une évacuation sanitaire en France. C'est ce que le gouvernement a fait. Et il y a un avion médicalisé qui est arrivé ce matin. Monsieur Parfait Kolela pourrait être évacué sur Paris aujourd'hui.
Au Congo, pour des raisons de sécurité, les autorités ont pris quelques mesures restrictives, à savoir l'interruption d'Internet, la fermeture des commerces, des marchés. Eh bien, tout est fermé ici au Congo, sauf quelques services essentiels tels que les hôpitaux, de 6h à 18h. Il est également interdit aux véhicules qui ne détiennent pas de laissez-passer de circuler. Brazzaville a pris des allures de ville morte ce dimanche. Et nous ajoutons quelques informations supplémentaires. Le premier tour de l'élection présidentielle de ce dimanche 21 mars s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Cependant, quelques bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard, tandis que d'autres ont été confrontés au problème du non-affichage des listes d'électeurs ou des électeurs qui n'ont pas trouvé leur nom. Aussi, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux avait été coupé plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux de vote qui comptent quelques 2,5 millions d'inscrits sur un peu plus de 5 millions d'habitants. Contrairement aux années précédentes, l'Union européenne n'a pas déployé de mission en raison du refus des autorités congolaises. Place maintenant au 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité de la semaine qui s'achève dans quelques minutes. Et c'est une sélection d'Abou Sanogo. El Gassimouane, un diplomate mauritanien, a été nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nouvel émissaire des Nations Unies pour le Mali. Il dirigera l'une des plus importantes opérations de la paix de l'organisation. Il succède au Tchadien Mama Saleh Anadif. Six semaines après le coup d'État militaire en Birmanie, près de 150 civils ont été tués par les forces de sécurité. Pendant les manifestations, des centaines de personnes sont portées disparues et d'autres ont été torturées. Face à cette situation, certains militaires ont fait le choix de déserter et d'intégrer la ligne de la résistance. Agi Rabissa, la femme qui a déposé plainte contre le député sénégalais de l'opposition Ousmane Sanko pour viol répété et menace de mort, a réitéré mercredi soir ses accusations. Elle ne s'était pas exprimée en public depuis le début du scandale. Agi Sarr a finalement brisé le silence lors d'un entretien en affirmant qu'elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires. Le président tanzanien John Magufuli, alias le bulldozer, est décédé officiellement de problèmes cardiaques après plus de 5 années à la tête du pays. Réélu en octobre dernier pour un second mandat, Magufuli, 61 ans, était apparu pour la dernière fois en public le 27 février. C'est sa vice-présidente, Samia Suluhu Hassan, qui dirigera le pays jusqu'en 2025. Les injections du vaccin AstraZeneca reprennent dans l'Hexagone et dans plusieurs pays européens. Après l'avis favorable de l'Agence européenne du médicament, EMA, qui a estimé que le sérum anglo-suédois était un vaccin sûr et efficace, le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé la reprise des vaccins dans le pays depuis vendredi pour lutter contre l'épidémie. Des marches ont eu lieu à N'Djamena. Des partis politiques et associations de la société civile avaient appelé à manifester contre un 6e mandat du président maréchal Idriss Déby Itno. Des jeunes munis de sifflets, des pancartes ont tenté de défiler dans la matinée, mais les différents rassemblements ont été dispersés par les forces de l'ordre. Des figures de la société civile et de l'opposition ont été interpellées avant d'être relâchées en fin de journée. 21 millions de Français de nouveau en confinement afin d'endiguer l'épidémie de la COVID-19. Les mesures de restriction visant à contenir la propagation concernent 16 départements. En revanche, les Français n'auront pas besoin d'attestation ou de motif de déplacement pour sortir entre 6h et 19h
dans un rayon de 10 km. Vous venez plutôt d'entendre les différents récits d'Éric Goré en lieu et place d'Abou Sanogo. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient lundi matin avec Régis Kofi à 6h30 et 7h. L'édition de 13h vous sera présentée par Juliette Ouéa.